Eh bien, bonsoir et bienvenue pour cette rencontre sur le thème de la philosophie comme mode de vie aujourd'hui. Cette rencontre se fait dans le cadre de la Journée mondiale de la philosophie, à laquelle nous participons depuis de très nombreuses années, quasiment depuis le départ, en organisant, pour ce qui nous concerne, en tout cas à Zurich et à Lausanne, des nuits de la philosophie. Donc c'est dans ce cadre-là, avec d'autres activités qui se font ce jour-ci, donc la Journée mondiale de la philosophie, que nous vous proposons cette conférence, cette visioconférence sur ce thème-là. Alors, je vais tout de suite passer la parole à Maël Goarzin pour qu'il se présente et puis qu'il lance cette causerie. Merci Jean-François, merci de m'avoir proposé, suggéré cet échange ensemble aujourd'hui. Merci à toute l'équipe de la Nuit de la Philo d'avoir organisé cet échange, malgré les contraintes techniques. Je suis très content d'être là et de discuter aujourd'hui de la philosophie comme mode de vie. Alors, j'aimerais commencer par me présenter, dire en quelques mots qui je suis, quel est mon parcours. Donc, je suis doctorant en philosophie antique à l'Université de Lausanne et à l'École pratique des hautes études à Paris. Et je fais une thèse de doctorat sur la philosophie comme mode de vie dans le néoplatonisme, un courant philosophique de l'Antiquité tardive. Et je m'intéresse non seulement donc, à l'histoire de la philosophie, dans le cadre de ma thèse, j'ai une approche d'historien de la philosophie, mais à côté de ma thèse, disons, je m'intéresse à la philosophie contemporaine et à la manière dont on pourrait aujourd'hui mettre en œuvre les conseils que nous donnent les philosophes antiques, donc depuis 2400 ans maintenant. Donc à côté de mon travail de doctorat, j'ai un carnet de recherche sur hypothèses, biospracticos.hypothèse.org, où j'essaie de vulgariser vraiment la philosophie, mes recherches, et puis l'idée de philosophie comme manière de vivre, depuis maintenant 7 ans, depuis 2013. Et par ailleurs, je suis aussi membre de Stoa Gallica, qui est une association française pour un stoïcisme contemporain, qui défend l'idée d'une réactualisation du stoïcisme aujourd'hui. Mon parcours, ça a été tout simplement des études de philosophie à l'Université de Lausanne, avec la découverte de la philosophie comme mode de vie grâce à Pierre Hadot, la lecture de ses livres, et avec la rencontre avec Philippe Hoffman, qui est actuellement mon directeur de thèse, et puis qui, à l'époque, était venu à l'Université de Lausanne donner un séminaire sur la philosophie comme mode de vie, et puis la lecture d'un traité de Plutarque sur la curiosité m'avait beaucoup intéressé, et puis je me suis plongé après dans l'étude et la réflexion sur cette idée de philosophie comme mode de vie, de l'Antiquité jusqu'à nos jours. Et puis ensuite, j'ai développé, dans le cadre de ma thèse, la philosophie comme mode de vie chez les philosophes néoplatoniciens, à partir de la lecture des biographies de philosophes, donc des vies de philosophes. Donc étudier leur mode de vie à partir de leur biographie, ça me semblait une évidence, et donc j'ai pris au sérieux ces vies de philosophes pour essayer de voir concrètement à quoi ressemblait le mode de vie philosophique dans l'Antiquité tardive. Qu'est-ce que cela veut dire, qu'est-ce que cela implique au quotidien d'être philosophe, de se dire philosophe. Après, pourquoi je m'intéresse plus particulièrement au stoïcisme, donc pourquoi je suis membre de Stoa Gallica, cette association, c'est parce que le stoïcisme me paraît particulièrement apte à véhiculer cette dimension existentielle de la philosophie, donc les textes stoïciens et les principes stoïciens mettent particulièrement en avant cette idée selon laquelle il faut mettre en œuvre la philosophie et non seulement parler de philosophie. La deuxième dimension, c'est la dimension pratique, c'est-à-dire que les textes stoïciens sont très concrets et nous donnent des conseils très pratiques sur la manière de vivre au quotidien, plus que d'autres philosophes, que ce soit Platon ou Aristote ou d'autres encore, ou les néoplatoniciens que je connais pourtant très bien.
Et puis il y a deux idées fortes, deux idées clés du stoïcisme qui m'intéressent, qui ont fait que j'ai étudié cette philosophie plus en détail. C'est l'appel à la cohérence d'un mode de vie et d'un discours. Donc, il n'y a pas d'un côté un discours philosophique, une manière de voir le monde, et puis d'un autre côté un mode de vie qui serait ordinaire ou qui suivrait des habitudes non réfléchies. Or, le stoïcisme donne justement cette idée qu'il faut mettre en accord le discours philosophique et le mode de vie philosophique. Et puis enfin, ce qui m'intéresse dans le stoïcisme, ce sont les promesses de la philosophie, la tranquillité de l'âme qu'elle promet, l'absence de troubles, l'ataraxie, et puis cette liberté intérieure que les principes de la philosophie stoïcienne véhiculent. Donc voilà un peu en quelques mots qui je suis, pourquoi je m'intéresse au stoïcisme. Et dans une première partie, ce que l'on va faire, donc moi d'abord, puis Jean-François, c'est discuter de ce concept, de cette idée de la philosophie comme mode de vie. Donc à partir des philosophes antiques, j'aimerais revenir sur cette idée très rapidement. Je vais commencer par une citation du manuel d'Épictète, qui justement nous invite à mettre en pratique les différents préceptes de la philosophie stoïcienne. Mettre en pratique les préceptes qui m'ont été enseignés, voilà seulement ce dont on peut être fier. Mais si c'est l'explication elle-même que j'admire, que suis-je devenu d'autre finalement qu'un grammairien au lieu d'un philosophe, avec la seule différence que j'explique Chrysippe au lieu d'Homère. Là, on voit bien qu'il y a une critique de ceux qui se contentent du discours sans mettre en pratique ce qu'ils disent, ce qu'ils enseignent. Et puis une autre citation qui vient des entretiens d'Épictète. Si ce que tu as étudié, dit Épictète, tu n'es pas capable de le faire passer dans la pratique, à quelle fin l'as-tu étudié? Donc là, on voit bien très clairement la nécessité de la mise en pratique du discours. Et Pierre Hadot, donc dans ses études, a mis en évidence cette dimension-là, à partir des textes stoïciens, mais également à partir des textes des autres écoles de philosophie antique, pour montrer que c'était une caractéristique principale de la philosophie antique, la philosophie comme mode de vie. Il dit d'ailleurs dans l'un de ses livres, La philosophie comme manière de vivre, Pierre Hadot nous dit « La manière de vivre philosophique, c'est tout simplement le comportement du philosophe dans la vie quotidienne. » Or, c'est précisément ce qui m'intéresse, c'est ce qui m'intéresse lorsque j'étudie les vies de philosophes antiques et lorsque j'étudie de manière très, très concrète et impliquée le stoïcisme contemporain. La philosophie comme manière de vivre, dans ce cadre, elle apparaît comme une troisième voie aujourd'hui, entre la philosophie analytique d'un côté, la philosophie continentale de l'autre. On a souvent, dans le milieu universitaire, tendance à faire cette distinction entre philosophie analytique et continentale. Eh bien, à la suite de Pierre Hadot, à la suite également de John Sellars et Michael Chase, je prône l'idée d'une troisième voie, qui serait la philosophie comme manière de vivre. Voilà, je finis par cette première partie par une définition par une citation de Pierre Hadot qui nous encourage à poursuivre cette voie de la philosophie comme manière de vivre. C'est dans un article qui s'appelle « La philosophie comme manière de vivre ». Telle est la leçon de la philosophie antique, une invitation pour chaque homme à se transformer lui-même. La philosophie est conversion, transformation de la manière d'être et de la manière de vivre, quête de la sagesse. Voilà, donc je passe la parole à Jean-François. Merci Maël. Eh bien, on commence fort. C'est extrêmement prometteur. De mon côté, je suis entrepreneur et apprenti philosophe. Je suis directeur de l'association Nouvelle Acropole, qui est une organisation internationale qui se définit comme une école de philosophie à la manière classique, c'est-à-dire qui s'inspire justement des écoles antiques de philosophie. Ceci signifie que depuis une quarantaine d'années, je m'efforce de réviser ce concept de philosophie pour retrouver sa dimension pratique et la considérer beaucoup plus comme un apprentissage d'un mode de vie, d'une certaine manière de vivre,
qui soit plus conforme aux lois de la nature, qui soit plus conforme à une éthique, qui soit plus conforme à un certain nombre de valeurs. Et évidemment, toute la problématique consiste à passer de la théorie à la pratique, comme tu l'as très bien dit, Maël, passer du langage, de l'expression ou de l'étude à la pratique de la connaissance. Il s'agit de transformer la connaissance en action, et ceci n'est pas évident. Les Grecs appelaient ça, cette difficulté, ils l'appelaient l'akrasie. L'akrasie, c'est-à-dire la difficulté, l'absence de pouvoir, l'absence de pouvoir faire. Et c'est clair que c'est une des raisons pour lesquelles la philosophie a un petit peu délaissé la sophia, puisque comme chacun le sait, le terme philosophie est philosophia, l'amour de la sagesse. Et ce que l'on a pu observer, c'est que depuis un certain temps, et d'ailleurs Hadot l'a très bien expliqué, la philosophie a délaissé l'aspect sophia pour se consacrer plutôt à l'amour de la connaissance. Mais la connaissance n'est pas la sagesse. La connaissance, évidemment, est extrêmement importante, je dirais même fondamentale, mais elle n'est pas la finalité de l'exercice, elle est le moyen de mieux vivre. Donc voilà, là je rejoins évidemment ce que tu nous as dit à propos de cette nécessité de passer à un mode de vie. Ce que je voudrais ajouter, ce qui me semble vraiment important, c'est que si nous devons changer de mode de vie, aujourd'hui on peut se poser la question pourquoi. Plus exactement, aujourd'hui on ne se pose plus trop la question pourquoi. Le mode de vie philosophique est un mode de vie qui n'était pas compatible avec la vision du monde ou le paradigme qui a été dominant dans ces 2-3 derniers siècles, depuis le XVIIe siècle. C'est-à-dire que nous avons créé une vision du monde, nous avons inventé une vision du monde complètement détachée de la réalité de la nature, et nous avons développé un certain nombre de savoir-faire qui étaient évidemment importants et efficaces dans ce monde-là, mais aujourd'hui on se rend compte que le monde change et que ces comportements que nous avons eus, ce mode de vie qui a été valable entre guillemets jusqu'à présent, a amené nos sociétés à la situation dans laquelle nous nous trouvons. On a pollué la terre, on a pollué les océans, on a détruit des espèces animales. La responsabilité, elle n'incombe pas aux pinsons, aux rhinocéros ou aux abeilles. La responsabilité, c'est l'être humain. C'est notre manière de nous comporter qui nous a amenés à la situation que nous connaissons, aux différentes crises climatiques, sociales, économiques, humaines que nous connaissons aujourd'hui. Il est donc maintenant tout à fait évident qu'il faut changer notre manière de vivre. Il faut qu'on change nos comportements. Mais changer ce comportement nécessite avant tout un changement de vision du monde. Parce que vous êtes bien conscient que nous agissons conformément à la vision du monde que l'on a. Je veux dire par là que si le monde nous apparaît comme un énorme supermarché où tout est gratuit et à profusion, eh bien, nous allons pouvoir nous servir en toute liberté, sans aucune conscience des conséquences que cela peut avoir. Et si l'être humain se considère lui-même comme un animal un peu sophistiqué, eh bien, on va se comporter comme des animaux, un peu sophistiqués, mais comme des animaux. Il est important de récupérer une vision du monde beaucoup plus globale. On a amputé le monde et l'homme de la dimension métaphysique, on a amputé le réel d'une partie de la réalité. Et ce faisant, eh bien, nous nous trouvons face à une nature qui maintenant nous oblige à modifier complètement nos comportements. Nous verrons un petit peu plus tard quelles sont les caractéristiques du monde qui est en train d'arriver. Parce que c'est un fait pour tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes dans un nouveau Moyen-Âge. J'entends par Moyen-Âge un âge intermédiaire entre un vieux monde et un monde à construire.
Ce monde intermédiaire, il nous surprend, on y est un petit peu désemparé, et la philosophie peut nous aider à réenrichir la vision du monde et la vision de l'homme et la vision des rapports que l'homme peut avoir justement avec le monde. La raison pour laquelle nous nous intéressons à Nouvelle Acropole à l'étude comparée des philosophies d'Orient et d'Occident, c'est que certes, comme tu l'as très bien expliqué, nous avons d'extraordinaires philosophes dans l'Antiquité grecque et romaine, mais il y a aussi beaucoup d'extraordinaires philosophies et philosophes en Orient, en Extrême-Orient, en Extrême-Occident. Et comme nous sommes citoyens du monde, il faut un petit peu oublier la dimension du temps et considérer que tous ces philosophes sont contemporains et que l'homme reste un être humain, la nature reste la nature, et il faut que nous puissions apprendre de ces sagesses millénaires à retrouver du sens, à redonner du sens à l'univers, à la vie, à l'être humain, et se reposer une fois de plus ces questions fondamentales. Pourquoi on est ici? À quoi ça sert d'exister? Est-ce que c'est juste pour satisfaire nos besoins matériels immédiats et mourir à la fin, vivre dans le maximum de confort et à moindre frais? Ou est-ce que nous avons un destin tout autre? Est-ce que nous avons quelque chose à réaliser? C'est aussi tout le problème de savoir si la nature elle-même n'est pas poussée par un processus d'évolution qui fait que, ben voilà, elle change et elle nous oblige, nous aussi, à changer. Donc la philosophie, comme outil pour redécouvrir le monde, toutes ses dimensions, pas seulement la dimension visible et observable, hein, parce que le visible, c'est ce qui est apparent. Mais comme disait Saint-Exupéry, il faut pouvoir voir au-delà des apparences parce que l'essentiel est invisible pour les yeux. Donc la philosophie nous apporte d'une part cet enrichissement, cette vision du monde plus globale, plus réelle finalement, et en même temps, elle nous donne les moyens pratiques d'apprendre à vivre avec efficacité dans ce monde, dans cette nature, en harmonie avec nous-mêmes, en harmonie avec les autres, en harmonie avec la nature et en harmonie avec l'univers. Je te laisse poursuivre. Oui. Alors bon, effectivement, j'aimerais revenir sur ce rôle de la philosophie dans le processus de changement de mode de vie, dans ce qu'on pourrait appeler une conversion philosophique. Quel rôle elle joue et quels sont un peu les éléments importants dans ce processus de conversion philosophique. Il est important de savoir vivre en philosophe, mais par où commencer, quoi faire? C'est un peu cette idée que j'aimerais développer maintenant, en reprenant les différentes dimensions de la philosophie comme manière de vivre. Il y a une première dimension qui est la dimension thérapeutique, c'est-à-dire de la même manière que le médecin prend soin du corps, le philosophe finalement va prendre soin de l'âme, et le but, en tout cas dans la philosophie stoïcienne, mais c'est également le cas dans la philosophie épicurienne, c'est d'abord la tranquillité de l'âme, la sérénité intérieure. Donc on voit cette dimension thérapeutique de la philosophie, elle est importante et elle nécessite un changement de mode de vie dont on parlera ensuite. Aujourd'hui, les psychothérapies cognitives et comportementales, donc les TCC, ont repris certains principes du stoïcisme. Les fondateurs, Ellis et Beck, se réfèrent explicitement au stoïcisme pour montrer que, effectivement, il y a certains éléments de la philosophie stoïcienne, certains principes stoïciens qui sont intéressants d'un point de vue psychologique, pour surmonter que ce soit l'anxiété ou la dépression. Parmi ces principes, on a l'attention au présent, la fameuse distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous, la distinction aussi entre les faits et l'interprétation que l'on a des faits, ou encore l'exercice de décentrement et d'autres exercices encore. Donc ce que montre la psychologie contemporaine, c'est finalement la pertinence de certains de ces principes antiques pour aujourd'hui. Donc ça, c'est une première dimension, mais ce n'est pas la dimension qui m'intéresse le plus, ou en tout cas, ce n'est pas la seule qui m'intéresse. Parce qu'on a
cette dimension thérapeutique, elle montre un intérêt psychologique finalement de la philosophie. Mais il y a une deuxième dimension plus large qui englobe la dimension thérapeutique de la philosophie, c'est la dimension existentielle. L'existence dans tous ses aspects, donc non seulement viser un bien-être psychologique, mais viser quelque chose de plus large, qu'on peut appeler le bonheur, par exemple, eudaimonia en grec, et qui requiert un changement de mode de vie. Alors, qu'est-ce que ce changement de mode de vie? J'aimerais dire quelques mots sur la conversion philosophique, définir en quelques mots ce que pourrait être une conversion philosophique, c'est-à-dire un changement de mode de vie. En fait, il y a deux aspects. Lorsqu'on lit les récits de conversion des philosophes antiques, il y a deux aspects à la conversion. Et ces deux aspects sont regroupés sous deux termes grecs, le terme épistrophée et le terme métanoïa. Donc on a la conversion épistrophée, la conversion comme retour à soi, comme retour sur soi. Et puis on a la conversion comme métanoïa, qui est un changement radical d'être au monde et d'identité également. Et donc on a dans tout processus de conversion philosophique ces deux aspects, un changement de mode de vie et une transformation de soi. Ensuite, si l'on décrit le processus de conversion, dans des recherches que j'ai menées avec un sociologue, Alexandre Rigal, qui a travaillé sur le changement de mode de vie et le changement de pratiques très précises, qui sont les modes de transport, les moyens de transport. Donc, comment passer, par exemple, d'un moyen de transport tel que la voiture à un moyen de transport plus écologique tel que le bus ou le vélo. Et dans ce cadre, donc, il a, à travers une série d'entretiens pour sa thèse, essayé de définir quels sont les éléments qui permettent un changement, non seulement un changement de comportement très précis, mais finalement un changement de mode de vie plus global. Et puis, donc j'ai fait ce travail également moi à partir des lectures des philosophes antiques, et il y a certaines convergences qui sont apparues dans nos résultats par rapport au processus de conversion. Donc, comment est-ce qu'on change de mode de vie? D'abord, il y a un double effort de renoncement, renoncement à d'anciennes habitudes, renoncement à certains désirs, à un certain mode de vie de manière générale, et puis deuxièmement un effort d'apprentissage, donc effort de renoncement et effort d'apprentissage. Apprentissage justement de nouvelles habitudes, et apprentissage de manière générale d'un nouveau mode de vie, d'une nouvelle manière de voir le monde, donc un apprentissage qui est théorique, à la fois théorique et pratique. Effectivement, le processus de conversion nécessite, comme l'a mentionné Jean-François, une nouvelle vision du monde, mais également, j'ajouterais, une nouvelle vision de soi-même, donc une connaissance de soi et du monde qui va bouleverser notre manière d'être à soi et au monde. Et ce processus, ce passage de la connaissance de soi au souci de soi, il est très, très, très important dans les textes de philosophie antique. Je prendrai un exemple, c'est l'exemple du stoïcisme, du coup. La connaissance de soi comme être rationnel et raisonnable va déterminer un mode de vie dirigé par la raison et tourné vers l'autre. Donc là, on a un exemple très concret. Et la connaissance du monde comme un ordre déterminé et rationnel va déterminer mon attitude face aux événements. En l'occurrence, l'assentiment au destin, dont on pourra reparler tout à l'heure. Je vous cite simplement ce que dit Marc Aurèle dans ses pensées. Marc Aurèle, l'empereur stoïcien, qui a écrit des pensées pour lui-même, et dans lequel il dit « J'ai à rechercher ce qui m'est utile. Or, il est utile à chaque être de se conformer à sa constitution et à sa nature propre. Or, ma nature propre est celle d'un être raisonnable et sociable. » Donc on a une connaissance de soi, la nature rationnelle et sociale de l'être humain, et l'application de cette connaissance de soi dans le mode de vie quotidien.
Voilà, donc ça c'est un petit peu pour le processus de conversion. Maintenant, quels sont les moyens que l'on a à disposition, que la philosophie offre pour mettre en place ce changement de mode de vie, cette conversion, et pour la faire durer dans le temps également. Eh bien, la philosophie dispose de moyens particulièrement utiles et efficaces. Ce sont ce que Pierado nomme les exercices spirituels. Les exercices spirituels qui parcourent la philosophie antique et les différentes écoles de philosophie antique. Certains exercices se retrouvent même d'une école à l'autre. Pierado définit ainsi l'exercice spirituel. C'est une pratique susceptible de provoquer une transformation d'ordre existentiel et moral dans le sujet qui la pratique. On voit là que l'exercice pour Pierado est le moyen privilégié pour transformer son existence. C'est donc le moyen que l'on va utiliser au quotidien par la pratique répétée de certains exercices pour modifier son comportement, sa vision du monde et finalement son mode de vie. On a Épictète, un fragment d'Épictète, qui montre bien cette dimension pratique et répétitive de l'exercice, c'est-à-dire du travail de soi sur soi. Je cite Épictète, qui, dans les fragments, dit « Ceux dont le corps est en bonne condition physique supportent la chaleur ainsi que le froid. Pareillement, ceux dont l'âme est en excellente condition résistent à la colère, au chagrin, à la joie excessive ainsi qu'aux autres affections. » Là, ce que Épictète veut mettre en évidence, et ce que le stoïcisme met en évidence, c'est que de la même manière que l'athlète, le sportif de haut niveau, ou même le sportif amateur, de la même manière que le sportif s'exerce jour après jour pour s'améliorer, pour se perfectionner dans la pratique de tel ou tel sport, donc une pratique physique, de la même manière, le philosophe doit s'exercer jour après jour pour atteindre cette tranquillité de l'âme qui est le but de la philosophie. Plus encore, et j'aime beaucoup cette idée, on peut faire, et Pierado le dit, toute la philosophie est exercice spirituel. Et tout événement peut être transformé en exercice spirituel. On peut faire de chaque événement qui nous arrive un exercice. Et ça rejoint un peu le concept d'antifragilité qui a été développé par Nassim Taleb récemment. C'est-à-dire de faire de chaque événement, non pas chaque événement difficile, de chaque difficulté que l'on rencontre, un moyen de se perfectionner. Alors je lis cette citation de Sénèque dans son traité sur la Providence, où vraiment il exprime parfaitement et de manière imagée, vous allez le voir, cette idée. Un arbre n'est solide et robuste que s'il subit sans trêve les attaques du vent, car ces ébranlements même resserrent son tissu et fixent plus fermement ses racines. Ceux qui croissent dans la tiédeur des vallons n'offrent aucune résistance. Il est donc de l'intérêt de l'homme de bien, s'il veut être impénétrable à la crainte, de vivre environné des plus cruelles menaces et d'accepter avec patience les maux qui n'en sont réellement qu'autant qu'on les supporte mal. Donc, c'est un objectif difficile à atteindre, mais c'est l'objectif que se donnent les philosophes stoïciens et que Sénèque invite le lecteur à mettre en œuvre. C'est-à-dire faire vraiment de chaque événement une manière, un moyen pour progresser. Alors ça, ce sont les exercices spirituels, on y reviendra par la suite avec des exemples concrets d'exercices spirituels. Ça, c'est un moyen que chacun possède et peut pratiquer par lui-même. Ensuite, il y a deux autres moyens, j'aimerais terminer là-dessus, deux autres moyens qui facilitent le changement de mode de vie. Alors, ces deux moyens, ce sont la rencontre avec un maître, ce que les philosophes antiques appellent un maître, que cette rencontre soit physique ou virtuelle, ça peut être la lecture d'un livre, comme Pierado a été pour moi un maître, dans le sens où la lecture de ses livres m'a permis de découvrir cette conception de la philosophie comme mode de vie, et donc de m'engager moi-même sur un chemin philosophique. Et puis le deuxième moyen, c'est l'existence d'une communauté de pratique. Et ça, on l'a vu, ça a été très clair dans nos recherches conjointes avec Alexandre Rigal,
donc des recherches sociologiques et philosophiques d'un côté, c'est l'intérêt de ces communautés de pratique pour engendrer le changement et surtout le faire durer dans le temps. Alors, qu'est-ce que j'entends par communauté de pratique? Dans l'Antiquité, c'est la vie en communauté, la vie scolaire. Ce sont les élèves qui viennent et qui se voient chaque jour, qui suivent l'enseignement du maître et qui mettent en pratique l'enseignement du maître au quotidien, mais ensemble. Et ceci rend l'effort du changement de mode de vie, cet effort d'apprentissage, cet effort de renoncement dont j'ai parlé tout à l'heure. Le fait de vivre ensemble et de le faire ensemble, d'avoir cette même conviction, cette même vision du monde ensemble, va permettre de faciliter ce changement de mode de vie et de l'ancrer dans la durée. On retrouve là l'importance des modèles, l'imitation des modèles, qu'ils soient passés ou vivants. Les modèles vivants qui nous entourent, les personnes qui nous entourent, qui sont pour nous des modèles, étant parfois des exemples plus frappants et plus convaincants que des modèles passés. Je terminerai par cette citation de Sénèque dans les Lettres à Lucilius, qui résume bien cet intérêt du modèle, vivant ou passé, pour la conversion et le changement de mode de vie. C'est dans la lettre 102 à Lucilius. « Songe au profit que nous tirons des bons exemples. Tu reconnaîtras que le souvenir des grands hommes n'est pas moins utile que leur séjour parmi nous. » Donc on a d'un côté le souvenir des grands hommes, des figures du passé, qui peuvent nous inspirer, et puis d'un autre côté, ceux qui séjournent parmi nous, c'est-à-dire les exemples vivants, les modèles vivants que l'on peut côtoyer au quotidien. Voilà. Merci Maël, c'est vraiment extraordinaire et c'est tellement agréable et enthousiasmant d'entendre un tel discours. C'est clair que pour moi qui suis dans cette démarche depuis une quarantaine d'années, voir qu'il y a de plus en plus de jeunes qui pensent aujourd'hui que du pain et des jeux, c'est plus exactement l'idéal de vie qu'on souhaite, mais qu'il y a quelque chose à réaliser d'autre, que la vie humaine peut avoir d'autres objectifs, mais que cela passe effectivement par une certaine discipline de vie. On nous a tellement habitués à considérer que la vie devait se faire dans le confort maximum et dans la quiétude, dans la tranquillité, qu'on ne s'est pas armé, on n'a pas joué, on n'a pas été les arbres dont tu parlais, avec cette capacité de pouvoir affronter les défis de la réalité du monde. Ce sur quoi je voudrais revenir, c'est sur ce fameux changement de monde et ce changement de paradigme. Je pense que la plupart des auditeurs ont entendu parler de cet acronyme VICA. VICA est un acronyme qui a été inventé il y a quelque temps dans le milieu militaire d'abord et ensuite dans le milieu du management pour essayer de comprendre comment on pourrait s'en sortir dans un monde complexe et chaotique, puisqu'apparemment les choses deviennent chaque fois un petit peu plus complexes et chaotiques. Et ils ont identifié 4 caractéristiques du monde qui est en train d'arriver. 4 caractéristiques pour lesquelles, vous allez voir, nous ne sommes pas du tout préparés. La première caractéristique du monde qui vient, c'est d'être volatile. Un monde volatile, c'est un monde dans lequel tout est imprévisible. On s'attend à quelque chose demain et c'est autre chose qui se présente. On a une très grande difficulté à lire l'avenir et cela, effectivement, engendre un sentiment de peur. Sentiment de peur et, par conséquent, une attitude de repli, de repli sur soi. On cherche à se rassurer, on cherche à se rassurer avec des méthodes que l'on avait déjà utilisées, mais on se rend compte qu'elles ne sont plus fonctionnelles, qu'elles ne marchent plus dans le monde actuel. Et pour pouvoir assumer cette nouvelle réalité, ce monde nouveau qui est volatile, il va nous falloir développer non pas des compétences ou des savoirs, ce qui est par ailleurs
tout à fait valable, hein. Mais en plus de cela, il va nous falloir développer des ressources intérieures pour pouvoir faire front, pour pouvoir vivre dans un monde volatile. Et ces valeurs, en tout cas pour la volatilité, c'est essentiellement le courage. Le courage, vaincre la peur de cette volatilité et éviter le repli, développer l'empathie, garder les contacts, au contraire, renforcer notre capacité de relation avec l'altruisme, etc. Le deuxième aspect, c'est un monde incertain. Un monde incertain, eh bien, c'est un monde dans lequel on n'arrive pas à prédire l'avenir. Et cette incertitude, nous commençons à nous y habituer un petit peu, puisque la situation, depuis quelques mois, nous a plongé dans la totale incertitude, va nous amener naturellement à une certaine forme de paralysie. L'incertitude nous paralyse et cela ne nous permet pas de prendre des décisions et d'aller de l'avant. Le monde va à chaque fois plus vite et dans un monde incertain, il faudra apprendre à développer une certaine forme d'intelligence et en tout cas de prendre des risques. Dans un monde incertain, il faut risquer et décider et puis s'habituer à l'incertitude et s'habituer, bon, pour les Suisses c'est un petit peu difficile, mais s'habituer à vivre sans assurance tout risque. Donc là, ça va être un apprentissage évidemment nécessaire. Ensuite, le monde qui vient va être un monde complexe. Nous avons été habitués, parce qu'on l'a fabriqué comme ça, nous avons été habitués à un monde simple. Quand il y avait un problème, on avait une solution relativement simple, et puis si le problème était compliqué, on faisait appel à un spécialiste. Le spécialiste, au bout d'un certain temps, arrivait à trouver une solution, et finalement, on revenait à la simplicité. Donc, on s'est habitué à la simplicité, et aujourd'hui, nous sommes confrontés à la complexité. La complexité signifie qu'il y a une multidimensionnalité des problèmes parce que tout est interconnecté. On est dans un monde où les choses ne sont pas noires ou blanches, il n'y a pas les bons et les mauvais. On se rend compte aujourd'hui que les choses sont extrêmement complexes et il est absolument difficile de faire une analyse parce que la raison que l'on a hypertrophiée s'avère aujourd'hui très peu efficace pour régler la complexité et le paradoxe. Pour la raison résonante, c'est assez simple, c'est noir ou blanc, j'ai raison, vous avez tort, vous avez raison, c'est moi qui ai tort, point final. Et on est habitué à cette espèce d'antagonisme. Mais aujourd'hui, les choses ne sont plus aussi simples. Donc, la raison résonante s'avère maintenant impuissante. Il va falloir développer autre chose que ce mental analytique qui était très valable dans un monde simple et mécanique, mais qui devient obsolète dans un monde complexe et chaotique. Là, en plus de la raison, il faudra promouvoir l'imagination, c'est-à-dire la capacité d'avoir de l'intuition et d'imaginer les choses. La raison, qui est une partie de notre capacité, doit s'allier la puissance de l'imaginaire, parce que l'imagination est capable de travailler dans la multidirection, dans une multidirection. Il faut pouvoir imaginer qu'une chose peut être en même temps vraie et fausse, contrairement à ce qui se passait dans le monde précédent. Cette complexité va nous obliger à développer des ressources que sont, je l'ai dit, l'imagination, la pensée symbolique, qui est une pensée extrêmement efficace pour la complexité, mais aussi tout bêtement nous obliger à développer l'attention, la concentration, parce qu'évidemment, comme on ne peut difficilement tout contrôler, il faudra pouvoir être attentif à tous les changements et s'adapter à toutes les situations. Ensuite, il y a
le dernier élément de ce vika, qui est l'ambiguïté. Nous vivons dans un monde qui est de plus en plus ambigu. Autrement dit, un monde dans lequel tout le monde a raison et tout le monde a tort en même temps. On le voit avec les spécialistes du Covid, qui ont tous des propositions parfois complètement opposées, contradictoires. Et dans ce monde-là, ambigu, il est très difficile de savoir à quel sein se vouer. Et arrive, encore une fois, le doute, mais aussi la méfiance et l'indécision. Et là, il va falloir que nous puissions développer, encore une fois, de nouvelles ressources, surmonter la peur, mais aussi, dans un monde ambigu, la clé, c'est de pouvoir agir très vite, de pouvoir nous mettre en action très rapidement, quitte à faire des erreurs. Nous ne pouvons pas rester dans la paralysie et nous devrons imaginer des nouvelles solutions, des nouvelles possibilités pour non seulement survivre dans le monde VICA, mais si possible, vivre. Je termine en disant que vous avez bien compris que la volatilité, l'incertitude, la complexité et l'ambiguïté, ce sont des états qui nous sont tout à fait étrangers. Nous ne sommes pas du tout préparés à vivre dans un monde comme celui qui vient. Et ce ne sont pas ni des savoirs ni des compétences techniques qui vont nous permettre de passer le cap et de vivre et de nous réaliser dans ce monde-là, mais bien plutôt des savoir-être. Passer du savoir-faire au savoir-être. Rendez-vous compte, si je vous liste les ressources dont nous aurons besoin, courage, attention, concentration, imagination, empathie, altruisme, esprit de coopération, tolérance, confiance en soi, force morale, résilience, capacité de vaincre ses peurs, prendre des risques, prendre des décisions, dominer ses émotions, être moins dépendant du regard des autres, atteindre une certaine sérénité en toutes circonstances pour rejoindre le stoïcisme, faire la différence entre ce qui est important et ce qui l'est moins, être moins dépendant, être plus autonome sur le plan physique, mais aussi et peut-être surtout sur le plan émotionnel, sur le plan affectif, sur le plan intellectuel, apprendre à penser par soi-même, être moins susceptible, être moins égocentré, plus ouvert à la différence. Ce sont des compétences pour lesquelles on n'a pas d'école. Quelles sont les écoles qui apprennent à nos enfants toutes ces valeurs et tous ces pouvoirs qui seront très importants dans le monde à venir, dans le Moyen-Âge qui s'annonce. C'est la raison pour laquelle je suis assez d'accord, évidemment, avec Maël. Il faut pouvoir dépasser cette acrasie, cette difficulté à modifier ses habitudes, à changer sa façon de penser, sa façon d'être, peut-être modifier des croyances pour d'autres croyances, des préjugés pour d'autres préjugés, mais il va falloir de la souplesse et de l'agilité pour pouvoir nous transformer vraiment intérieurement et nous adapter à un monde qui va être finalement beaucoup plus naturel. Parce qu'on dit le monde change. Le monde ne change pas tant que ça. Seulement, nous nous sommes extraits de la nature. On a fait nos lois, on a créé notre bulle, on s'y est adapté. Maintenant, cette bulle, elle éclate et on se retrouve démunis dans la nature, dans une nature qui nous apparaît volatile, incertaine, complexe, etc., c'est-à-dire telle qu'elle est. Mais nous devons apprendre à vivre dans le monde tel qu'il est pour pouvoir être non seulement capable de vivre et pas seulement de survivre, mais aussi capable de développer nos potentialités, de réaliser, selon la pyramide de Maslow, pas seulement nos aspirations, nos besoins immédiats, nos appétits et nos intérêts, comme dit Pierre Hadot, mais de pouvoir aussi satisfaire d'autres besoins qui sont des besoins de réalisation, des besoins de développement spirituel, de compréhension globale, de conscience
pas seulement la conscience immédiate, mais de se sentir co-responsable de nos vies, mais aussi co-responsable de l'histoire et co-responsable du développement même de l'univers, selon même ce que nous dit Pierre Hadot. Je te laisse poursuivre. Oui, oui. Je vais rebondir sur ce que tu dis, et répondre à un commentaire aussi qu'on a eu d'un regard stoïcien. Donc effectivement, pour moi, le stoïcisme, c'est la position que j'aimerais défendre, et l'une de ces philosophies, ce n'est peut-être pas la seule, mais pour moi, c'est l'une de ces philosophies qui peut répondre à ce nouveau monde que tu décris, et à cette instabilité, à cette incertitude, et les moyens que tu as énumérés sont, pour la plupart, il faudrait les prendre un par un pour voir s'ils sont tous compatibles avec le stoïcisme, mais pour la plupart le sont. Juste un petit point pour répondre à un regard stoïcien, je le rejoins. L'imagination pour le stoïcisme et pour les stoïciens est une faculté de la raison. Donc il n'y aurait pas pour les stoïciens, il n'y aurait pas cette opposition entre la raison d'un côté et l'imagination de l'autre, l'imagination étant une de ces facultés de la raison qu'il faut effectivement mettre en œuvre. Et il y a un exercice dont on va parler tout à l'heure qui met en œuvre cette faculté d'imagination, c'est la préméditation des mots. Le fait de prévoir ce que nous réserve l'avenir et de visualiser l'attitude que l'on devrait avoir face à ces événements qui, de manière plus ou moins prévisible, pourraient nous arriver. On y reviendra. Mais voilà, juste ce petit point pour clarifier ce que serait la position stoïcienne. Je ne pense pas qu'il y ait d'incompatibilité entre raison et imagination. Effectivement, donc, quel est le rôle? On a vu quel était le rôle pour la philosophie dans l'Antiquité. Ce que j'aimerais maintenant, dans cette dernière partie, développer, c'est quel est le rôle de la philosophie stoïcienne aujourd'hui. Comment elle peut répondre à cette incertitude et comment nous aider à réagir face à ces événements extérieurs tels que la crise que l'on est en train de subir. Je commencerai en préambule par une citation de Sénèque parce que elle justifie, cette citation, ce que le stoïcisme contemporain essaye de faire et fait depuis quelques années maintenant, depuis une vingtaine d'années. C'est de nouveau une citation des Lettres à Lucilius. Sénèque dit à Lucilius « Après 1000 siècles révolus, l'occasion ne sera close pour personne d'apporter encore du sien. Même si les anciens ont tout découvert, ce qui sera toujours neuf, c'est de connaître, d'employer et d'ordonner les découvertes d'autrui. Les remèdes de l'âme ont été trouvés par les anciens. Étudier de quelle manière, dans quelles circonstances il faut les appliquer, c'est notre besogne. » Donc on pourrait très bien, en tout cas je reprends à mon compte cette injonction de Sénèque à reprendre, à lire les anciens et à mettre en pratique ce que les anciens nous ont transmis. Le stoïcisme contemporain, c'est donc cette posture-là que Sénèque décrit, c'est la posture du stoïcisme contemporain. Alors, une petite brève histoire du stoïcisme contemporain, pour ensuite vous expliquer les réponses, quelles seraient les réponses que le stoïcisme donne à ce monde moderne dans lequel on vit. Lawrence Becker est un philosophe qui, en 1999 pour les Français, a écrit un livre qui s'appelle A New Stoicism, donc un nouveau stoïcisme, dans lequel il reprend à son compte les théories éthiques, notamment stoïciennes, et les réactualise, les remet à jour pour les faire correspondre aux nouvelles découvertes scientifiques. Donc il fait ce travail de réappropriation des anciens, en particulier de la pensée stoïcienne. Et à partir de là, depuis une vingtaine d'années, on a tout un courant qu'on appelle en anglais modern stoicism, le stoïcisme moderne, et puis qu'on peut appeler plutôt stoïcisme contemporain en français, qui a émergé. D'abord en milieu anglo-saxon, dans le milieu anglo-saxon, sous l'impulsion de différents chercheurs, philosophes, psychologues, notamment le groupe de recherche Modern Stoicism,
qui depuis 2012 conduit des recherches sur la manière dont le stoïcisme peut aider d'un point de vue psychologique, mais aussi, comme on l'a vu au début, donc allant dans cette direction de la dimension thérapeutique de la philosophie, mais aussi d'un point de vue plus existentiel, comment la philosophie stoïcienne peut apporter quelque chose aujourd'hui. Ils ont mis en place un blog, Stoicism Today, des rencontres stoïciennes, le Stoicon, qui a lieu depuis 7 ans, justement depuis 2012-2013, chaque année. Ils ont mis en place également une semaine stoïcienne, et c'est à partir de cette Stoic Week, justement, que des philosophes et psychologues tels que Donald Robertson ou Tim Lubben ont analysé les résultats, ont mis en place des questionnaires et analysé les résultats de ces questionnaires des participants à la semaine stoïcienne pour montrer quel était l'impact des principes et de l'application des principes stoïciens sur le bien-être et de manière plus générale le bonheur de ces participants. Dans le milieu francophone, il y a l'association que je représente aujourd'hui, Stoa Gallica, qui a commencé en 2015 par un groupe Facebook qui existe encore, qui est très actif et particulièrement actif depuis le début de l'année et la crise sanitaire que nous vivons. De nombreuses personnes se sont inscrites sur ce groupe. Il y a actuellement 1700 personnes sur ce groupe, donc c'est une communauté qui s'est formée, qui est depuis 5 ans maintenant, et c'est un lieu d'échange et de partage de l'étude et de la pratique du stoïcisme contemporain. En 2017, l'association Stoa Gallica a été créée, et en 2020, début de l'année, donc il y a même pas un an, le site internet stoagallica.fr a été créé et c'est devenu un lieu public cette fois, puisque le groupe Facebook est réservé à un certain nombre de membres. Le site Stoa Gallica et son blog notamment est une plateforme d'échange sur laquelle on peut sont regroupées toutes les études et les témoignages sur la pratique du stoïcisme contemporain. Donc voilà, ça vous avez un petit aperçu de ce qu'est le stoïcisme contemporain, d'où il vient et peut-être où il va. Maintenant, si on s'intéresse au stoïcisme comme mode de vie et aux réponses qu'il donne à cette situation de crise que l'on vit. Eh bien, la philosophie stoïcienne, qu'est-ce qu'elle promet? Elle promet de guider nos actions, tempérer nos désirs, éclairer nos jugements. Elle modifie notre rapport au corps et au bien extérieur. Elle oriente notre rapport à l'autre et au monde dans lequel nous vivons. Elle nous console quand tout va mal et elle nous prépare au pire quand tout va bien. Voilà, ça c'est les promesses de la philosophie stoïcienne, des promesses qui permettent de répondre à des situations de crise et aux événements extérieurs qui ne dépendent pas de nous, mais au lieu de les subir, de se confronter à ces événements et d'être antifragile, c'est-à-dire de progresser malgré ces situations difficiles qui surviennent. Donc le stoïcisme comme mode de vie n'est pas seulement un discours théorique, mais vraiment un mode de vie. Deux traits saillants du stoïcisme comme mode de vie, c'est un point de vue tout à fait personnel. Il y a d'autres points importants que l'on pourrait développer. C'est d'abord le fait que le stoïcisme invite à vivre de manière cohérente. C'est en tout cas ce qui m'a attiré dans le stoïcisme et dans les textes stoïciens au début. Les questions que l'on se pose lorsqu'on étudie les textes stoïciens, c'est « vivons-nous de manière cohérente ? Nos actions sont-elles en adéquation avec la personne que je voudrais être ? Les désirs qui motivent mes choix correspondent-ils au mode de vie que je défends ? » C'est le type de questions qu'on doit se poser si l'on veut mettre en pratique le stoïcisme aujourd'hui. Et puis, le deuxième aspect, ce sont les exercices spirituels dont je vous ai parlé déjà. Ce sont les moyens nécessaires au changement de mode de vie, à la conversion philosophique que le stoïcisme propose. Et puis c'est là-dessus que j'aimerais maintenant
m'appesantir. Donc, quels exercices stoïciens pour aujourd'hui? Alors, une petite liste non exhaustive d'exercices stoïciens pour vous donner une idée de la variété de ces exercices: la méditation, la préparation à la mort, memento mori en latin, le regard d'en haut, la prévision ou préméditation des mots, dont je vais vous reparler, l'examen de conscience, la définition physique des choses, pour un retour au réel, la contemplation de la nature, la lecture, l'écriture, etc. Là, c'est une petite liste d'exercices spirituels. Pierre Hadot en a fait d'autres. On les retrouve également chez Philon d'Alexandrie. Il y a 2 listes antiques chez Philon d'Alexandrie d'exercices spirituels, parmi lesquels on retrouve certains de ceux que je viens de citer. J'aimerais reprendre... Je vais commencer par la préméditation des mots, puisqu'on a parlé de l'imagination tout à l'heure et que c'est une des capacités de la raison que cet exercice développe. La préméditation des mots et des vertus, qu'on peut également appeler exercice du matin. En quoi consiste cet exercice? Il s'agit de visualiser le matin, au réveil, les difficultés prévisibles de la journée qui s'annonce. Lorsque j'ai pratiqué cet exercice, j'ai noté sur un carnet ce que je prévoyais qu'il pouvait potentiellement m'arriver afin de les préparer. Et j'ai trouvé cet exercice très intéressant. Donc, je l'ai fait sur une trentaine de jours en notant vraiment dans un carnet. Maintenant, je le fais de manière un peu plus spontanée, sans avoir forcément besoin de noter cela. Il s'agit donc de visualiser ces inconvénients, ces difficultés qui peuvent nous arriver, par exemple être bousculé dans le bus, le fait que le métro soit en retard, le fait d'être coincé dans les bouchons si on prend la voiture, le fait d'être critiqué par un collègue, le fait de faire face à une caissière un peu désagréable, etc., etc. Toutes les difficultés prévisibles qui nous arrivent souvent, eh bien, on peut les noter, s'y préparer, les visualiser, et à cette prévision des mots, ajouter la prévision des vertus, c'est-à-dire de l'attitude que je devrais ou que je voudrais déployer face à ces inconvénients, face à ces situations désagréables. Donc on a à la fois la prévision des mots et des vertus. Et ce que cela apporte, le but de cet exercice, eh bien, c'est de me préparer mentalement à ce qui pourrait arriver, et surtout à ma manière de réagir à cet événement. Agir sur ce qui dépend de moi, c'est-à-dire mon attitude, et en prévoyant ce qui, la plupart du temps, ne dépend pas de moi, c'est-à-dire les événements extérieurs. Le fait d'être bousculé, le fait qu'il y ait des bouchons, etc., tout ça ne dépend pas de moi. Et cela arrivera très, très certainement. Donc, ce qui dépend de moi, ce sur quoi je dois travailler, c'est d'imaginer quelle sera mon attitude. Et en ayant fait ce travail d'imagination, lorsque la chose arrive, lorsque l'inconvénient arrive, je suis prêt. Je suis prêt et je peux réagir adéquatement. Donc là, c'est un exemple d'exercice stoïcien. Maintenant, l'exercice peut-être le plus important, qui est au fondement de la pratique du stoïcisme contemporain, c'est l'indifférence aux choses indifférentes, qui se base sur la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Alors, il s'agit face à un événement, cet exercice, il s'agit face à un événement dans une situation donnée, de déterminer ce qui dépend totalement de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Cette distinction, on la retrouve dans le manuel d'Épictète. Je vous lis, ce sont les premières phrases du manuel. Donc ça montre que cette distinction, elle est à la base de la philosophie stoïcienne. Parmi les choses qui existent, les unes dépendent de nous, les autres ne dépendent pas de nous. Dépendent de nous jugement de valeur, impulsion à agir, désir, aversion, en un mot, tout ce qui est notre affaire à nous. Ne dépend pas de nous le corps, nos possessions, les opinions que les autres ont de nous, les magistratures, en un mot, tout ce qui n'est pas notre affaire à nous. Donc, ce qui dépend de nous, pour paraphraser et redire en quelques mots ce que dit Épictète ici, c'est mon choix de vie. Mon choix de vie, en grec, c'est la proairesis.
La proie hérésie, c'est ce qui regroupe justement les désirs, les jugements, les impulsions à agir ou à ne pas agir. C'est-à-dire finalement, en d'autres termes, le bon usage de la raison, le jugement droit, la pratique des vertus, la maîtrise des désirs. C'est là que réside la liberté du philosophe stoïcien et la responsabilité du philosophe stoïcien. Ce qui ne dépend pas totalement de nous, au contraire, ce sont justement tous les événements extérieurs. Que ce soit notre corps, et ce qui pourrait lui arriver, la maladie, ce qui est particulièrement pertinent en ce moment, la maladie, mais aussi la mort. Le résultat de notre action, il y a une distinction très utile chez les stoïciens entre l'action que l'on pose et le résultat de l'action. L'action que l'on pose dépend de nous, notre impulsion à agir. Par contre, ce qui ne dépend pas de nous, c'est le résultat de l'action, des circonstances extérieures qui ne dépendent pas de nous, pouvant influencer le résultat de cette action. Les possessions extérieures qui ne dépendent pas de nous, peut-être une perte d'argent peut très bien arriver du jour au lendemain sans que cela dépende totalement de nous. Et puis une dernière chose, les opinions des autres. Très intéressant de se dire que les opinions des autres ne dépendent pas totalement de nous pour faire face aux critiques notamment. Dans le cas actuel, pour revenir à ce qui est notre quotidien en ce moment, ce qui ne dépend pas de nous, c'est le confinement, le déconfinement, le reconfinement, etc., le port du masque. Tout ça fait partie de ce qui ne dépend pas de nous. Ce qui dépend de nous, par contre, et c'est là où le stoïcisme est très pertinent, c'est l'attitude et le jugement que nous avons sur ces circonstances extérieures, qui ne dépendent pas de nous, sur ces événements que l'on ne doit pas subir, mais au contraire affronter avec sérénité. Donc l'exercice de la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous va éviter la frustration, l'anxiété, la colère, donc toutes ces émotions négatives que l'on veut essayer d'éviter pour cultiver au contraire la liberté intérieure. J'avais deux autres exemples, mais si vous avez des questions, il peut revenir plus tard. J'aimerais laisser une dernière fois la parole à Jean-François. Merci encore une fois, Maël. Ce que je retire évidemment de ce que tu viens de dire, c'est que on peut considérer que la philosophie est universelle. Et surtout, la philosophie comme mode de vie est universelle. On la retrouve de manière pertinente, comme tu viens de l'expliquer, dans le stoïcisme. Et c'est vrai que le stoïcisme est une voie extraordinaire pour nous rendre plus en harmonie avec nous-mêmes et avec le monde. Ce que je crois important, notamment lorsqu'on parle d'exercices spirituels, je pense qu'il y a un préalable aux exercices spirituels, c'est de réapprendre le dialogue avec soi-même. Il faut éteindre la télévision. Il faut redécouvrir la possibilité d'être seul avec soi-même, de dialoguer avec soi, d'avoir cette espèce de retournement du regard pour pouvoir s'apprivoiser soi-même, retrouver une certaine possibilité de vivre avec soi, hein, c'est-à-dire de pouvoir passer quelques heures sans personne, sans télé, sans iPhone, etc., et de pouvoir retrouver son propre centre, pouvoir retrouver son être intérieur. Nous avons été extériorisés, on nous oblige à être constamment en réaction aux stimuli extérieurs, et on a un mal fou à entamer ce dialogue intérieur. Sans ce dialogue intérieur, il n'y a pas d'exercice spirituel. On en convient, parce que quelle serait la nécessité de faire des exercices spirituels et comment mettre en place cette discipline? Parce que
qui dit exercice spirituel dit un minimum d'autodiscipline pour pouvoir effectivement le matin se programmer un petit exercice qui dure 5 minutes, 10 minutes, mais de manière régulière pour que ces exercices puissent avoir réellement un impact et fonctionner. L'étude comparée des philosophies, des sciences, des arts, des religions est importante dans le sens où chacun va trouver un petit peu sa propre sensibilité. Quand on étudie le bouddhisme, par exemple, les 4 nobles vérités du bouddhisme, et en particulier la 4e avec les 8 conseils pour apprendre à vivre bien, là aussi, il suffit de prendre ces conseils les uns après les autres, de tâcher de les appliquer, et effectivement, de la même manière qu'avec le stoïcisme, on a là un maître, entre guillemets, le Dhammapada devient comme les lettres d'Épictète ou de Sénèque. Ces textes deviennent des guides extrêmement précieux, mais on peut aller voir la Bhagavad Gita, qui est un texte millénaire, qui est d'une profondeur prodigieuse, qui nous parle de la profondeur de l'être humain, qui nous explique la subtilité de notre intériorité et qui nous apprend à nous connaître plus facilement. Parce que pour se conduire, l'idée, c'est au moins de se connaître un petit peu. Il faut avoir un permis de se conduire. Et ce permis, c'est comme quand on apprend à conduire une voiture. Il faut savoir comment ça marche, il faut savoir qu'il y a une pédale d'accélérateur, une pédale de frein, un volant. Et de la même manière, nous devons apprendre à nous conduire pour faire le moins d'erreurs, pour souffrir moins et faire souffrir moins, et être ainsi plus en harmonie déjà avec nous-mêmes, comme je le dis, avec les autres et avec le monde, avec la nature. Je terminerai en disant que, comme tu l'as effectivement exprimé, la notion de maître est importante. Intérieur ou extérieur, visible ou pas visible, ça peut être effectivement un livre, ça peut être quelqu'un qui a un petit peu d'avance sur nous et qui peut nous servir d'exemple. Nous avons quand même une responsabilité vis-à-vis des plus jeunes. Nous ne pouvons pas faire n'importe quoi. Nous devons être un petit peu exemplaires pour que nos enfants puissent avancer sur le chemin de la sagesse. Et puis, il y a cette notion de communauté aussi dont tu as parlé tout à l'heure. Notre association Nouvelle Acropole n'est pas une communauté à proprement parler parce que nous n'avons pas de vie communautaire. En revanche, les membres de notre association, dans les 600 écoles de philosophie comme mode de vie que nous avons de par le monde, partagent un même idéal, ce même idéal de la figure du sage, partage cette volonté de mieux connaître les lois de la nature pour s'y conformer de manière plus juste, comme tu l'as bien exprimé à travers le stoïcisme, et nous essayons de mettre en pratique ces sagesses, ces connaissances, dans ce que nous appelons le volontariat. Nous essayons de trouver des options pour aider les autres, pour aider la communauté humaine, pour pouvoir servir, parce que c'est important que nous puissions nous sentir solidaires et que nous puissions avoir une action utile dans la société, dans l'histoire qui est la nôtre. D'où l'importance pour nous d'une école de philosophie, un lieu où on se rencontre une fois par semaine, où on partage un enseignement ou des enseignements, puisque nous n'avons pas de maître précis, nous avons des maîtres qui sont les grands sages d'Orient et d'Occident. Donc, on se retrouve pour comprendre à chaque fois un petit peu mieux à travers ces philosophes et ces sages, et aussi pour pouvoir mettre en pratique, pour pouvoir créer des événements, pour pouvoir créer une culture du projet, pour apporter quelque chose de positif à nos existences et à nos sociétés. Voilà, je pense que de mon côté, on arrive au terme de cette rencontre. Est-ce qu'il y a des questions, tu sais? Oui, il y a une remarque de Mibru
Concernant l'exercice que j'ai décrit de préméditation des mots, donc là, je suis d'accord avec la réponse que qu'Ali San Haji a faite, c'est-à-dire que la préméditation des mots n'a pas pour but de sombrer dans la dépression. Pourquoi? Parce que déjà, il s'agit de prévoir ce qui, de toute façon, va arrive de manière prévisible. Ce sont des mots tout à fait prévisibles. Donc, il ne s'agit pas d'envisager la fin du monde ou sa propre mort, même si un stoïcien avancé peut le faire, et avec la méditation de la mort également appliquer ce principe de la préméditation des mots à sa propre mort. Mais je dirais que c'est pour un stade plus avancé du stoïcisme. Mais là, il s'agit pour des petites choses de prévoir ce qui peut nous arriver pour mieux s'y préparer et mieux réagir lorsqu'il arrive. Donc, il ne s'agit pas du tout de broyer du noir, par exemple. Donc, je dirais il y a ceci pour répondre à la remarque de Libru. Alors, je lis la réponse. Oui. Alors, donc, effectivement, on peut se préparer à des choses qui n'arriveront pas. Mais le but, et c'est pour ça que la préméditation des mots, elle est idéalement couplée avec la préméditation des vertus. C'est-à-dire, si un tel malheur arrive, quelle devrait être ma réaction? Quelle serait la réaction du sage, du modèle, de celui qui est pour moi le modèle? Et on peut ainsi s'y préparer. Donc à chacun de choisir les mots prévisibles à sa portée, disons, sans aller trop loin dans le ressassement d'idées noires. Je peux rajouter quelque chose. Oui. Je voudrais aussi intervenir. La réflexion de cette personne est extrêmement pertinente. Et puis, je pense que tu as bien répondu. Je disais que dans un monde volatile et incertain, effectivement, c'est très difficile d'imaginer ce qui va arriver. Et c'est vrai que être capable d'une grande agilité et de faire front à tout ce qui peut arriver est effectivement une compétence importante. Mais je voudrais aussi rappeler une notion que l'on trouve en Orient, qui est parfois assez mal interprétée, qui est la notion de karma. Bon, le terme a été un peu galvaudé, mais qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie ce qu'on pourrait traduire en français par la loi d'action et réaction. Toute action entraîne une réaction, et toute réaction est une nouvelle action qui entraîne encore à son tour une nouvelle action, une nouvelle réaction. Autrement dit, si je suis un peu malin, je peux imaginer que l'action que je vais faire, je peux essayer d'imaginer ses conséquences, surtout si elles sont déjà habituelles. Je sais qu'en faisant la tête à mon épouse, je sais à peu près qu'est-ce qui va se passer dans la demi-heure qui suit. Si je me conduis d'une certaine manière, je sais à peu près qu'est-ce qui va se passer en retour. Donc, les orientaux nous proposent d'être un petit peu attentifs et de choisir, c'est-à-dire de ne pas agir de manière trop spontanée ou trop instinctive, mais d'ajouter une plus-value intelligente et sage, de dire, bon, plutôt que de réagir ou d'agir comme d'habitude, puisque je sais en gros les conséquences qu'elles vont avoir, je vais essayer de modifier mon action. Et ce faisant, je vais donc avoir une réaction qui sera plus favorable. C'est ainsi que les orientaux nous disent, nous sommes les artisans de notre propre destin. On se fabrique les réactions que l'on s'impose à soi-même par la parole, par l'action, par nos sentiments, par nos pensées. Donc soyons un petit peu attentifs, et ça rejoint l'idée dont tu parlais tout à l'heure, prévoyons un petit peu, soyons pas naïfs. On sait très bien, par habitude, que certaines attitudes, certains comportements, certaines paroles peuvent blesser, etc., etc. Donc, essayons d'alchimiser un tout petit peu
notre manière d'être, soyons un peu plus élégants, soyons un peu plus généreux, soyons un peu plus attentifs pour que la vie soit plus belle, pour que la vie soit plus harmonieuse. Oui, effectivement, le rapport à l'autre était une des dimensions importantes de la philosophie stoïcienne. Avant d'y revenir, peut-être, il y a un autre élément par rapport à la préméditation des mots qui m'est revenu maintenant, c'est que, pour essayer de l'envisager de manière plus positive, et William Irvine, dans son livre A Guide to the Good Life, donc, le manuel d'une vie bonne, hein, on pourrait le traduire, parle de la joie que cet exercice peut procurer également, en nous rappelant finalement la préméditation des mots, donc tous ces mots qui pourraient me faire sombrer dans une dépression, me rappellent finalement qu'ils ne me sont pas arrivés, donc pour des mots graves, hein, tels que ma propre mort, la mort d'un être cher. En préméditant ces mots, en les prévisualisant, je me rends compte finalement que ces mots ne sont pas arrivés, et de la chance que j'ai actuellement de pouvoir profiter de ces parents proches qui sont proches de moi, de ces êtres chers qui sont proches de moi, ou de la santé physique qui est la mienne actuellement, etc. Donc, prévisualiser la maladie qui pourrait me toucher ou la perte d'un être proche me redonne cette joie que j'ai peut-être perdue d'évidences de choses qui me paraissent évidentes, telles que la santé ou la présence d'êtres chers autour de moi. Voilà, peut-être ça répond un peu plus à cette question. Pour ce qui est du rapport à l'autre, les stoïciens, souvent on a cette idée, cette impression que les stoïciens sont centrés sur eux-mêmes, tournés vers eux-mêmes, alors qu'en fait il n'en est rien, et que les stoïciens, il y a un passage très important du souci de soi au souci de l'autre. On l'a vu que la nature du stoïcien est d'être raisonnable, et donc le stoïcien doit rester au contact de l'autre, tourner vers l'autre, y compris avoir un engagement politique. Il y a une phrase de Marc Aurèle que je trouve très belle, qui dit dans les Pensées: « Prends garde à ne pas avoir à l'égard des misanthropes les sentiments que les misanthropes ont à l'égard des hommes. » Ce qui montre vraiment cette ouverture à l'autre du philosophe stoïcien. Et puis peut-être pour terminer sur cette idée du souci de l'autre, et puis après je regarderai les commentaires, il y a plusieurs commentaires, c'est que l'intérêt commun doit guider toutes mes actions. Pour le stoïcien, toutes les actions doivent finalement avoir une fin sociale. Et là, plutôt que de belles paroles, j'aimerais simplement vous lire de nouveau une pensée de Marc Aurèle. Marc Aurèle, par rapport à ça, en tant qu'empereur stoïcien, est constamment tourné vers l'autre. Et effectivement, toutes ces actions ont un impact social très fort. Il dit: « Lorsque tu as un réveil difficile, rappelle-toi qu'il est conforme à ta constitution et à la nature humaine de produire des actions socialement utiles, tandis que tu as le sommeil en commun avec les bêtes sans raison. » Et il dit encore un peu plus loin: « Comme tu es toi-même une composante d'un ensemble social, que chacune de tes actions soit aussi une composante d'une vie sociale. Si une quelconque de tes actions n'a pas de rapport direct ou éloigné à une fin sociale, elle disperse ta vie et ne lui laisse pas son unité. C'est une révoltée, comme l'est dans le peuple l'homme qui s'écarte de l'accord entre tous pour avoir sa part propre. » Voilà, c'est en quelques mots ce que je voulais dire par rapport au souci de l'autre des stoïciens, et la dimension sociale et politique finalement de toute action des philosophes stoïciens. Je lis les commentaires. S'il y a une question, il y a beaucoup de commentaires. Oui, pas de questions. Oui, il y a une question, je vois une question de Jonathan Gérard par rapport à la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous.
l'application au cas par cas des principes stoïciens ne contredisent-ils pas la complexité du réel? Effectivement, cette distinction, elle redonne un peu de simplicité à ce qui est complexe, mais il y a un travail, à faire sur le réel, et une distinction à faire sur ce qui dépend de nous, qui est finalement ce qui est intérieur, c'est-à-dire nos jugements, nos pensées, nos désirs, et ce qui ne dépend pas de nous, ce qui est la plupart des choses qui nous entourent, y compris notre corps, les événements extérieurs. Donc il dépend de nous de faire face à ce qui ne dépend pas de nous, et ce qui dépend de nous, c'est très peu de choses. Finalement, on a à s'occuper et se concentrer sur très peu de choses, c'est à nos jugements, nos désirs, nos aversions, notre impulsion à agir. Donc c'est finalement très peu de choses, mais qui demandent beaucoup d'efforts et beaucoup de temps pour en prendre soin. Alors, il y a une autre question concernant la simplicité. Alors, il y a un exercice qui est la simplicité volontaire, qui est un exercice finalement qui consiste à se priver volontairement de choses auxquelles on a accès d'habitude. Donc se priver volontairement d'un certain confort, d'un certain type de nourriture, le jeûne peut en faire partie, se priver de certaines richesses. Donc il y a une pauvreté ou une simplicité volontaire qui nous apprend, qui a pour but en fait de nous préparer à une éventuelle famine, une éventuelle situation dans laquelle on n'aurait plus tous ces biens auxquels on a accès habituellement. Ça, c'est un exercice de simplicité volontaire qui m'arrive fréquemment de mettre en pratique, parce que je le trouve très utile. Il y a un côté survivaliste, dans le sens où on ne se prépare pas forcément physiquement, mais on se prépare mentalement à se contenter de peu, pour pouvoir lorsque des événements, lorsque des renoncements forcés arrivent, donc le renoncement volontaire à certaines choses exerce notre maîtrise de soi, notre volonté, et puis nous apprend également, comme je le disais pour la préméditation des mots, à se réjouir de ce que l'on a habituellement. Donc il y a différentes dimensions, différentes approches de cette simplicité volontaire. Je peux rajouter un petit élément. Il y a une question sur l'impact de la philosophie comme mode de vie sur la vie politique. Écoutez, je peux rapidement dire deux mots puisque le temps commence maintenant va pas tarder à nous manquer. Alors, évidemment, la politique, il y a politique et politique. D'un point de vue philosophique, si on se réfère à ce que disait par exemple Platon, mais ce que l'on retrouve aussi dans les pensées orientales, je pourrais donner une image pour comment dirais-je, nous représenter l'idée. Vous imaginez un train qui roule à grande vitesse, un TGV qui va de plus en plus vite, et puis à l'intérieur de ce train, vous avez évidemment les premières classes et les deuxièmes classes. Alors souvent les deuxièmes classes font des manifs pour avoir le même confort qu'en première classe. Les gens des premières classes font des manifs pour essayer de voir si on ne peut pas couper le train en deux, puis laisser les deuxièmes classes à la dérive. En règle générale, tout le monde régulièrement se réunit pour exiger une nourriture un peu plus gastronomique, que les fauteuils soient un peu plus agréables. Enfin bref, un certain nombre de revendications continuelles. Mais il y a un problème, c'est qu'à part les enfants qui ont le nez contre la vitre, personne ne se pose la question de savoir où va le train. Le politicien n'est pas celui qui va simplement promettre des sièges plus moelleux, des repas plus agréables, un confort plus important, régler les problèmes de voisinage. Non, le politicien, son rôle, selon les philosophes de l'Antiquité, d'Orient et d'Occident, le politicien, lui, son problème, c'est de savoir où va le train. C'est-à-dire qu'il doit pouvoir aider la collectivité dont il est responsable à aller à bon port.
Et pour ça, Platon considérait qu'avant d'être politicien, il fallait être philosophe, c'est-à-dire avoir une petite idée de où va le train, de où est-ce que l'évolution nous amène. De là la question de savoir pourquoi nous sommes ici, quel est le sens de notre existence, pourquoi sommes-nous nés, pourquoi allons-nous mourir, à quoi ça sert tout ça, est-ce qu'il y a une finalité, but à l'existence humaine et à l'univers finalement. Si on réponse à tout cela, on va se préoccuper du confort pour que le train aille dans la bonne direction. Donc voilà, la philosophie comme mode de vie permet à celui qui la pratique d'être un philosophe authentique, c'est-à-dire quelqu'un qui apprend à se guider lui-même avant de pouvoir prétendre guider les autres. C'était une petite proposition dans le sens de la philosophie politique. Si tu veux rajouter quelque chose, Maël. Oui, pour répondre peut-être à la dernière question qui vient d'être posée, les communautés de pratique qui existent aujourd'hui, Jean-François a parlé de la nouvelle Acropole. Donc moi je parlerai de l'association Stoa Gallica, dont j'ai parlé un petit peu déjà. Effectivement, c'est l'un des lieux dans lequel on peut partager une vision commune du monde et échanger sur nos pratiques pour aller plus loin dans la pratique du stoïcisme, discuter de ces différents exercices spirituels. Et cette communauté de pratique, elle existe. J'en fais partie avec grand plaisir. Chaque jour, sur le groupe Facebook que nous avons, plus de 1700 personnes, on a des discussions, parfois sur des points théoriques très précis, et puis d'autres fois sur des sujets beaucoup plus concrets, pratiques. Et il me semble que c'est ce que nous souhaitons développer avec les différents membres de l'association. C'est justement cet échange, ce partage, cette richesse que chacun peut apporter au groupe. Et à travers un groupe qui est pour l'instant virtuel, essayer de créer de plus en plus à l'avenir, si les conditions sanitaires le permettent, des rencontres aussi physiques. L'organisation d'une rencontre stoïcienne à la manière de moderne stoïcisme, par exemple, des cours, etc. Donc, beaucoup d'initiatives sont à mettre en place pour pouvoir renforcer cette communauté de pratique et sortir chacun grandi de l'apport de l'autre. Oui, effectivement, il s'agit bien effectivement de recréer des écoles de philosophie comme mode de vie, des lieux où cela est possible. Moi, ce que je dirais, c'est qu'en plus de nos deux propositions, il y en a des milliers d'autres. Il y a énormément de communautés, que ce soit dans le domaine de l'écologie, des gens qui se retrouvent pour changer leur mode de vie et être ensemble et pouvoir s'entraider, collaborer. Je pense que ce qui est important, c'est que chacun puisse aller trouver une communauté qui lui corresponde, que chacun puisse se relier à d'autres. Nous ne pouvons pas rester dans l'isolement, dans la solitude, il faut nous relier. Et chacun avec sa sensibilité, avec ses objectifs de vie, je crois que ce qui est important, c'est de recréer du lien social, de recréer du lien humain, quelle que soit cette communauté, pourvu qu'elle aille dans le sens d'un mieux-être, de plus d'intelligence, de plus d'amour, de plus de cohérence d'une manière générale. Tu veux rajouter quelque chose pour conclure, Maël ? Remercier tous les participants, remercier une nouvelle fois Jean-François de m'avoir invité à ce dialogue, remercier l'équipe de la Nuit de la Philosophie Lausanne. Je me réjouis d'avoir participé à ce débat et d'avoir ouvert les esprits à cette idée, cette conception de la philosophie comme mode de vie. Voilà, donc merci beaucoup, merci à tous. Merci Maël, merci d'avoir accepté notre invitation. C'était vraiment un grand plaisir et j'espère qu'on aura d'autres occasions de philosopher ensemble. Merci à l'équipe, à toute l'équipe qui a organisé cette nuit de la philosophie. Je pense particulièrement à Caroline Laure, à Claire Estelle qui était en background là avec nous, à Mathieu, à Françoise, à d'autres
qui ont donné de leur temps, de leur énergie, de leur bonne volonté, de leur amour pour que cette nuit de la philosophie puisse être le succès annoncé, parce que déjà nous avons quelques retours et il y a beaucoup d'activités dont on sait qu'elles se sont très très bien passées. Je vous donne rendez-vous à 22 h pour le concert de clôture avec Alexandre Cellier qui va nous faire le plaisir de nous faire un concert philosophique. Alors, merci encore d'avoir partagé avec nous cette soirée. Merci Maël de ta présence et à bientôt, en tout cas l'année prochaine pour une nouvelle Nuit de la philosophie. Merci, au revoir.